si cette autre femme, une connaissance de lointaine connaissance dont le degré de relation se perd dans le bouche à oreille et où personne ne sait plus bien qui l'a vraiment connue, si seulement cette femme n'avait pas ri de si bon cœur en écoutant une anecdote comique racontée par un invité au cours d'une choucroute partie. Ah, si le jour pouvait parler, il annoncerait la nuit. Bonjour Valérie Mrégène. Bonjour. Vous êtes plasticienne, vidéaste, cinéaste et écrivain, auteur de L'Agrume, de Eau sauvage, de Mon grand-père, qui ont tous été édités chez Alia. Et vous venez de faire paraître votre dernier livre, Forêt noire, chez POL. À vos côtés se trouve Patrick Ourednik. Bonjour Patrick Ourednik et bienvenue à la Grande Table. Vous êtes écrivain et traducteur tchèque, puisque vous traduisez Rabelais, Jarry, Beckett dans la langue tchèque. Vous vivez en France depuis 1984. Vous êtes l'auteur de 2 récits traduits en français, Europeana, une brève histoire du XXe siècle qui fut adaptée au théâtre par Myriam Marzouki, habituée de la Grande Table. Vous êtes l'auteur également d'Instant propice, 1855, et d'un recueil de poèmes, Le silence aussi, qui vient de paraître aux éditions Alia, tout comme votre dernier roman, si tant est que ce soit un roman, c'est ce qu'on va voir, intitulé Classé sans suite. Alors on va commencer avec votre livre, ma Valérie Mrégène. Valérie Mrégène, le titre c'est Forêt noire, vous avez gardé mon exemplaire devant vous, donc il va falloir peut-être que je le reprenne, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faudra lire. Il est question dans Forêt noire d'un homme qui meurt à moto, d'une cavalière chevronnée pourtant, mais qui se fait piétiner par son cheval, d'une mère qui part téléphoner, laissant son bébé se noyer dans son bain, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il est question de vie et de mort, d'histoire d'amour et d'histoire de reconstruction, et de destin qui bascule vers le drame. Est-ce que c'est ce point de basculement qui vous a intéressé pour pouvoir commencer ce livre, à écrire ce livre? Est-ce que c'est le basculement de nos vies ou la fragilité de nos vies qui est le cœur de cet ouvrage? Oui, on peut dire ça. En fait, ce qui m'a motivée, ce qui m'a donné envie, ce qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre, c'est comment dire, c'est la présence de toutes ces histoires. C'est-à-dire, à un moment donné, je me suis dit comment restituer cette impression qu'on vit avec des histoires de mort et qui s'accumulent évidemment au fur et à mesure des années. Donc, bien sûr, il y a cette idée de la fragilité, puisque c'est une sorte de recensement de plein d'histoires, soit qui me touchent personnellement, de gens que j'ai connus par exemple, ou bien qu'on m'a raconté, mais de gens que je n'ai absolument pas connus, comme cette histoire que j'ai commencé par lire, de cette femme qui s'étouffe en mangeant de la choucroute. Donc c'est un mélange en fait il y a une promenade avec un fantôme et il y a aussi tout un inventaire d'histoires en effet absurdes ou de disparitions plus ou moins accidentelles. Et pour ça, je me suis aussi inspirée des débuts des épisodes de Six Feet Under, la série américaine. Et qui est présente et que vous citez je cite dans ce livre. Alors, puisque vous avez commencé par nous lire le début de cette histoire de cette femme qui meurt étouffée par une choucroute, peut-être pouvez-vous continuer et la terminer, Valérie Mrégène. On vous écoute. Alors, et si cette autre femme, une connaissance de lointaine connaissance, dont le degré de relation se perd dans le bouche à oreille et où personne ne sait plus bien qui l'a vraiment connue, si seulement cette femme n'avait pas ri de si bon cœur en écoutant une anecdote comique racontée par un invité au cours d'une choucroute partie, si elle ne s'était pas renversée en arrière, dilatant ainsi le larynx que peut obstruer, à cause de l'appel d'air, un morceau d'aliment. Si l'amuseur avait ajouté quelques phrases pour faire durer la bonne humeur, si on l'avait interrompu, s'il s'était resservi une cuillère ou deux, s'il avait été ralenti par une quinte de toux ou si son téléphone avait vibré et qu'il l'avait extirpé de sa poche, déchiffrant d'un air contrarié le nom du potentiel sauveur, et même s'il avait finalement décidé de ne pas répondre pour livrer enfin la chute de son histoire, quelques secondes peut-être auraient suffi et cet infortuné aurait pu mâcher son morceau de saucisse. C'est aussi, Valérie Mrégène, une chaîne de causalité. C'est l'enchaînement des faits. C'est pour ça qu'il y a une forme d'absurdité, mais aussi de hasard. Un hasard des faits qui fait que, un moment ou un autre, on est pris dans le ridicule, l'absurde de nos vies, et évidemment l'effroi qu'on peut ressentir devant cette fragilité également. Oui, bien sûr, mais comme vous disiez, il y a vraiment cet instant du basculement, c'est-à-dire, en effet, un accident arrive, et si vite arrivé, et a des conséquences irréversibles et définitives. Donc, il y a pas mal de moments comme ça
qui s'enchaînent tout au long du livre et qui finissent par créer une forme, pas par s'annuler les uns les autres, mais en fait ce que j'ai voulu créer un peu, c'est cette impression que un fait divers isolé paraît souvent horrible, épouvantable, atroce, et puis dans les colonnes par exemple d'un journal, quand il y a plusieurs petits... petits articles qui sont juxtaposés les uns à côté des autres, ça accentue cette impression d'absurdité et de banalité en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est face à quelque chose qui paraît vraiment dérisoire. Dérisoire finalement. Patrick Ourednik, je ne sais pas si la banalité est un mot qui vous parle, en tout cas sûrement l'absurdité. Et peut-être ce qu'a dit tout à l'heure Valérie Mregen, à savoir des histoires parallèles, puisque Forêt Noire, ce sont des successions d'histoires, donc peut-être entendues ici ou là, des faits divers aussi parfois, mais histoires racontées parallèlement, qui relèvent et qui révèlent plus exactement la vacuité peut-être de la vie et l'absurdité. Voilà. Mais moi-même, le mot banalité me parle beaucoup et je crois, de toute manière, c'est un synonyme d'absurdité. La banalité, je crois profondément à la banalité des choses. Maintenant, ce qui est compliqué en littérature, c'est précisément rendre visible cette banalité. Parce que, très paradoxalement, la banalité n'est pas saisissable sans forme. Je veux dire, tant qu'elle reste informe, c'est-à-dire tant qu'elle reste nichée dans une 6e page d'un journal, elle ne parle pas, ou elle parle autrement, mais je veux dire, à ce moment-là, ça revient au même. Donc banalité, oui, banalité est un mot que j'utiliserai moi-même en ce qui concerne mes tentatives, c'est-à-dire décrire la banalité des choses. Comment faire pour décrire la banalité? Ouais. Valérie Mregen. Oui, ben c'est bien sûr, moi aussi, c'est vraiment quelque chose que je cherche, mais après, le travail, c'est de comment écrire la banalité sans utiliser... Sans être banal un style banal ou des phrases banales ou des tournures banales. Patrick Ourednik. Oui, la banalité semble invraisemblable, effectivement, ça c'est le grand paradoxe, tant qu'on ne la met pas en forme. À ce moment-là, elle devient vraisemblable et en même temps, elle devient remarquable. Alors travaillons sur cette forme, si vous le voulez bien, puisque vous avez commencé d'en parler, puisque votre livre, Valérie Mregen, Forêt Noire, est écrit sous la forme d'un roman. En tous les cas, roman et sur la couverture. Et on a en fait affaire à un récit plutôt déstructuré, à une succession de petites histoires qui n'ont pas nécessairement de rapport les unes avec les autres, si ce n'est par cette idée de disparition, de mort. Est-ce que vous diriez, par exemple, que pour éviter cette banalité et en même temps arriver à en parler, la forme de la microfiction est une forme opératoire? Oui, bien sûr. En fait, ce sont plusieurs mini-romans, on peut dire, qui se juxtaposent et qui parfois se répondent, rentrent en écho les uns avec les autres, et se sont enchaînés aussi dans la façon dont je les ai disposés en ordre. C'est-à-dire que tout d'un coup, les souvenirs reviennent en mémoire sur un mode totalement aléatoire. Donc souvent, j'aime bien respecter cet ordre-là, et il n'y a pas forcément de logique, ou d'évolution logique. Mais... il se trouve qu'elles sont toutes là et à un moment donné, elles s'ordonnent presque d'elles-mêmes, en fait, dans ce désordre et ce chaos qui est le leur. Désordre et chaos, là aussi, Patrick Ourednik, ce sont des mots qui résonnent quand on lit Classé sans suite. Classé sans suite, je n'ai pas vu, j'ai cherché, je n'ai pas vu le mot roman apparaître, en tous les cas, sur la couverture, ni sur la 4e de couverture, ni même à l'intérieur, mais... ça se présente malgré tout comme un roman, d'autant qu'un certain Jean Montenot a écrit la postface de ce livre en essayant d'expliquer comment la forme romanesque était mise à mal. Et précisément, la déconstruction est au cœur de Classé sans suite, puisque vous prenez un malin plaisir à saboter la fiction que vous écrivez, à brouiller les pistes et à effacer toute trace, non seulement des personnages, mais de la langue elle-même. Donc déconstruction pour écrire la banalité? Oui, sans doute. Qu'en pensez-vous? J'en pense tout à fait que ça marche, en tout cas. Et Valérie Mregen, qui a lu Classé sans suite, je pense le confirmera également. Valérie Mregen. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, aussi dans le dernier, Le silence aussi, c'est cette sorte de cruauté, d'humour cruel, en fait, qu'il y a, et d'effet qui est lié à la juxtaposition de choses...
qui paraissent... On a l'impression qu'on rentre dans une histoire qui va être, entre guillemets, normale. Et puis tout d'un coup, il y a une sorte de chute qui tombe comme un coup près. Et c'est à la fois drôle, terrible, cocasse. Enfin, il y a quelques histoires d'ailleurs que j'ai notées dans votre dernier livre. Dans le silence Qui m'ont aussi. Hein, beaucoup fait rire, ouais. qu'on pourra regardera lire peut-être tout à l'heure. quand vous aurez peut-être retrouvé la page. Mais juste pour revenir à classer sans suite, Patrick Orednik, puisque vous prenez aussi un malin plaisir à ne pas répondre, j'aimerais quand même vous entendre sur cette conception du roman, sur cette conception du récit déstructuré et désordonné. Parce que votre livre, classé sans suite encore une fois, se présente comme un puzzle. Des éléments sont disparates, sont posés là, dans un ordre apparent, mais également dans un total mélange apparent. Alors sur cette forme romanesque, est-ce que pour vous, le XXIe siècle ne peut être littéraire que sous une forme déstructurée? Je pense au XXe siècle, ou ce début du XXIe siècle, si on cherche, comme je le fais souvent avant de me lancer dans une écriture, j'ai l'habitude de chercher des mots, ou éventuellement des locutions, des éléments linguistiques qui seraient plus propices que d'autres à représenter cette période du temps, cette époque, cette actualité, que ce soit une actualité du XXIe ou une actualité du XIXe. Le mot chaos, je ne pense pas qu'il convient plus au XXe et au XXIe siècle qu'aux autres. Je pense que tous les siècles étaient éminemment chaotiques. Maintenant, ce qui est plus caractéristique, me semble-t-il, c'est une idée de précipitation. Nous vivons probablement des temps plus précipités qu'à d'autres époques. Donc, il faut aller vite. En allant vite, évidemment, il y a de la casse, puisqu'on n'a pas le temps de faire attention, de voir où est-ce qu'on met nos pas. Voilà. Donc maintenant, est-ce que c'est un roman ou pas? Ça, c'est au lecteur de décider. Je ne sais pas moi-même. Pour ce livre-là, ça devrait être un roman, puisque pour ce livre-là, j'avais acheté un manuel. Un manuel de quoi? Qui s'intitulait « Comment écrire un roman ». Et j'ai étudié ce manuel et j'ai fait très exactement, leçon après leçon, je crois qu'il y en avait 8 ou 9, leçon après leçon, j'ai fait le contraire de ce qui était conseillé. Donc, je ne sais pas si c'est un roman ou à ce moment-là un anti-roman ou un anti-manuel, c'est difficile pour moi de répondre. Un jeu littéraire, parce que le roman s'ouvre sur un système codé. On apprend à la fin, dans cette fameuse postface, que c'est en fait la transcription de la variante Brettner-Paul du Gambit du roi dans le manuscrit de Göttingen qui date du XVe siècle. Autrement dit, c'est totalement impossible de lire évidemment cette suite codée puisqu'elle correspond à en fait un cryptage d'une partie d'échecs. Et alors ça donne vraiment le ton, Patrick Orednik, de ce livre d'emblée, qui se présente donc plutôt comme un jeu de piste, un puzzle ou une partie d'échecs. Écoutez, j'ai souvent entendu dire qu'un bon roman se reconnaît dans les premières lignes. Donc je peux vous les lire, les premières lignes, si vous voulez. Volontiers. Eh bien, allons-y. Allons-y. Alors, en espérant effectivement d'attirer des lecteurs, de nouveaux lecteurs qui auraient succombé à la magie de ce début du roman, qui est le mien. 1, E4, 5, 2, F4, EX, F4, 3, FC4, D6, 4, CF3, FG4, 5, 0, 0, DD7, 6, etc. La partie d'échecs a tenu un échec un homme impressionnant de ranger du plomb blanc. J'ai jamais su trouver quand on fout dans le noir pendant que le cheval me cherchait pour me voir. Je suis une dame qui berce l'espoir de trouver un bon roi qui me baisse le soir. Le pion de coin noir pourrait tirer ma chute avec son camarade qui est pion de coin noir. Car à la casse, comme mon ami le cheval, part à la chasse pour saboter la manon qui voudrait me toucher. Un défaut noir, voudrait me déshabiller. Mon col aux trousses, en 2000 pouces, rocher à frousse. Qui a pris son pied dans ce coin d'échiquier, voilà le filet fou qui m'a déchiqueté. Veux-tu bien lâcher la queue de mon cheval, je te frapperai, tu crieras trop mal. Je suis une dame entourée de ma langue, faudrait de ce roi devenir une amante. Tire-moi de là, je serai t'attirer les rétaux du bétifier pour jouer de la lyre.
gare aux dégâts, car mon ami le cheval s'en va par là pour saboter les manants qui voudraient me toucher. Un de fou noir voudrait me déshabiller, entre le trousse, entre 1000 pouces, j'ai la fosse. On l'entend, Patrick Ourednik, c'est aussi un jeu sur la langue, un peu comme si ce qui vous intéressait était moins de raconter des histoires que de jouer avec la langue, de jouer à traquer les pièges, les ruses du langage, à inventer une langue particulière. Vous inventez des mots, vous inventez une orthographe, vous n'écrivez pas le paquet de Marlboro traditionnellement, vous n'écrivez pas le whisky comme on a l'habitude de l'écrire, vous écrivez aussi sange, juge, hôte, ni, mage, in, ation en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots, par exemple. Donc c'est un véritable jeu avec la langue pour vous que d'écrire. Oui, mais oui, écrire est un jeu, mais vivre est un jeu, mourir est un jeu. C'est-à-dire, il est difficile de cerner les frontières entre où commence le jeu, où il finit, et qu'est-ce qu'il y a d'autre que le jeu. Est-ce que c'est un antonyme de quelque chose, à savoir, dans ce cas-là, à quoi? Donc la littérature, de toute manière, je crois, est avant tout un jeu. Bon, c'est un des remparts possibles, je crois. Il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. C'est un des remparts possibles contre la mort. On dit souvent de l'humour la même chose, l'humour en tant que rempart devant la mort. Bon, moi je dirais plutôt que c'est une manière plutôt plaisante d'attendre la mort. Voilà. Mais je répète, c'est pas le seul. Il y en a des tas. Il y a la foi, pas forcément religieuse d'ailleurs. Il y a le cynisme. On a tous des remparts qu'on s'invente. Dans quelle mesure ce roman est ludique? Je vous dis, moi j'ai étudié un manuel, donc voilà. J'ai effectivement fait le contraire de ce qui était prévu, mais du résultat, je crois, et je le dis pas ni par alibisme ni par provocation, je crois que c'est l'auteur qui fait le livre. Bon, j'ai jamais très bien compris ce qu'était la littérature. Alors dire ça dans une émission littéraire, c'est peut-être... Mais au-delà du sens très basique, c'est-à-dire étymologique, littérature, ce sont des suites de lettres sur une page. Bon, là, je m'y retrouve encore. Mais ça va pas au-delà. Maintenant, c'est le lecteur qui lit ces suites de lettres sur une page comme il entend lui. Donc l'auteur est indispensable, mais c'est pas lui qui fait son livre. Ce qui est très fort dans Classé sans suite, Patrick Ourednik, et je vais poser la question à Valérie Mregen par rapport à ses propres travaux sur le langage et sur la fiction, c'est que je parlais de sabotage. En fait, vous sabotez la fiction comme si vous écriviez donc un anti-roman, ou en tous les cas une forme de contre-littérature, puisque ça commence assez simplement par la mort d'une femme, Madame Orac, que votre livre se poursuit comme un polar. On y trouve tous les ingrédients du polar, un meurtre, une jeune fille violée, des incendies criminels non élucidés. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure que le récit avance, il se déconstruit. Là encore, comme si le langage échouait à dire quoi que ce soit. Et on retrouve là le silence aussi, c'est-à-dire votre recueil de poésie. Le silence, écrivez-vous, c'est une forme de conversation, et réciproquement, la conversation n'est qu'une des formes du silence, comme si la défaite du langage était le signe de la défaite des individus. Et là, justement, je me tourne vers vous, Valérie Mregen. Est-ce que ce rapport au langage, ou même plus largement à la littérature, par rapport à la vie, est quelque chose que vous retrouvez dans votre propre motivation à écrire et à travailler sur le rien, sur le vide, sur les silences? Ah oui, absolument. D'ailleurs, il y a pas mal de silence aussi dans mes livres. Enfin, surtout dans les premiers, peut-être moins dans Forêt Noire, parce qu'il y a des paragraphes un peu plus liés, on va dire. Mais dans mes 3 premiers récits, il y a toujours cette ligne de blanc qui crée un silence dans lequel on peut se glisser, enfin, par exemple. Mais j'aime beaucoup cette idée en effet, de déstructuration, parce que ça crée une attente, en fait, à chaque fois. Enfin, dans Classé sans suite, par exemple, il y a des pistes comme ça qu'on suit, et puis on est toujours surpris. Puis il y a ces histoires de hasard complètement improbables, en fait. Enfin, je l'ai lu il y a déjà un moment, mais je me souviens d'une histoire d'un fils qui retrouve son père, ou le contraire, etc. On ne sait jamais On bien sait où jamais on très est. bien, voilà, où on met les pieds.
On ne sait jamais bien où on est. Mais oui, je pense que la façon de faire parler les personnages ou de les faire se taire, et c'est vrai que dans mes livres, c'est quelque chose que j'essaye d'approcher ou d'aborder, même si je ne les fais pas dialoguer pour l'instant directement, est assez présente. Cousin Henry, Yes, Cousin Martha. you must never do anything like that again. Is that what you came back here to tell me? I think it's outrageous. I hardly know you. Why, even Albert, my own fiancé, never dared to... Is she? Of course he kissed me. Why not? After all, we're engaged. But he never kissed me like that. Like what? Oh, I hate you. I hate you. I don't even know why I stay in the same room with you. Please forgive me. Dans mon rêve, écrivez-vous Valérie Mregen, tandis que la voiture avance toujours sur la même route, nous essayons de nous remémorer le titre d'un film de Lubitsch. Ce n'est jamais le bon, nous croyons chaque fois le saisir, mais butons désespérément. Je pense à The Shop Around the Corner ou à d'autres, à Ninotchka. Celui que nous cherchons nous échappe sans arrêt et c'est très énervant. Bob et sa femme ne sont pas vraiment cinéphiles et je m'étonne d'ailleurs de poursuivre avec eux cette conversation. J'échoue finalement à trouver la solution à notre énigme. Au réveil, je vais vérifier dans la filmographie du prince de la comédie et c'était Le ciel peut attendre. D'où cet extrait avec Jane Tierney, Valérie Mregen. Votre texte, Forêt Noire, est aussi émaillé de références à des films. Alors Le ciel peut attendre, mais aussi à un court-métrage de Jacques Baratier, Le piège. Et puis aussi des contes, et en particulier un conte, Blanche-Neige. Pourquoi avoir parsemé votre texte de ces références à un conte par-ci, à un film par-là? Oh, elles sont venues assez naturellement, ces références. C'est-à-dire que ce rêve, par exemple, que je décris, c'est vraiment un rêve que j'ai fait. Donc, c'était pour moi une façon d'apporter une pièce du puzzle de mon livre. Ah, parce que vous parlez aussi de puzzle. Oui, j'aime bien cette notion de puzzle, de puzzle, comme disait Pérec. Et puis, quant au conte, Blanche-Neige, c'est une image qui m'est venue assez naturellement. En plus, quand j'ai choisi de nommer le livre Forêt Noire, il y avait cette idée des 3 couleurs, rouge, blanc et noir, qui sont les couleurs du gâteau Forêt Noire, et des couleurs qu'on retrouve dans Blanche-Neige. Et puis, c'était parce qu'il y avait cette idée de la forêt chargée de fantômes, évidemment, un peu effrayante, mais aussi, j'aimais l'idée que que ça puisse être quelque chose d'assez festif, comme dans certains rituels. Je sais pas, je pense à la fête des morts au Mexique où on vient sur la tombe des défunts qu'on a aimés avec tout un pique-nique et on casse la croûte avec eux en apportant ce que les gens aimaient, etc. Donc que ça puisse être quelque chose qu'on mange, de bon à manger. Et j'ai aussi pensé, mais après coup, aux petits poussets, aux cailloux semés dans la forêt, quoi, en fait. Comme si toutes ces histoires de mort, c'était à chaque fois un petit caillou laissé derrière soi. Enfin. Ce qui signifie aussi, Valérie Mregen, que vous avez pensé votre livre, imaginé, voire créé votre Forêt Noire en répondant à un vrai esprit d'escalier. Ah oui, complètement. Mais ce qu'on retrouve d'ailleurs sur la 4e de couverture, pour le coup, que je vais lire. Cela vous fait penser à quoi? Aux fantômes. Mais encore, à des cerises sur un gâteau. Oui, un gâteau d'anniversaire qui porterait le nom d'une forêt épaisse et peuplée de fantômes. Et puis, à des couleurs, comme dans un conte, noir comme l'ébène, rouge comme le sang, blanc comme la neige. Voilà ce qu'on peut lire sur la 4e de couverture. Esprit d'escalier, donc? Oui, c'est vraiment l'esprit d'enchaînement, enfin d'association d'idées que je retrouve, que j'explore, que je développe, je crois, à chaque fois que je commence à écrire un livre. Et j'aime bien cette idée. Alors, je n'ai pas lu ou cherché à faire le contraire d'une méthode pour écrire un roman. D'un manuel de littérature, oui. Mais chaque fois, il y a cette première impulsion qui, comme un filet de pêche, en fait, qui entraîne tout le reste. En fait, on tire un fil ou un filet, et puis il y a ces choses qui arrivent, qui reviennent. Et après, il se peut que je les réarrange, il arrive que je les dispose dans un ordre différent, mais en gros, je garde un peu l'ordre aléatoire dans lequel c'est revenu. Et c'est aussi pour ça que sur la 4e de couve, j'ai écrit un dialogue qui pourrait être un extrait de, je sais pas, d'une séance d'analyse, par exemple. Alors que la 4e de couverture, puisque le point commun, on l'aura bien compris entre vos deux
méthode d'écriture ou vos deux langages, Patrick Ourednik et Valérie Mregen, c'est avant tout l'absurde dans ce qu'il a de ludique, dans ce qu'il a de jeu avec le langage. La 4e de couverture de Classé sans suite, Patrick Ourednik, est directe. Amis, parlons rond, sommes-nous réels? Et on retrouve cette relation entre la vie et la littérature dont vous parliez tout à l'heure, vous qui écrivez, nous naissons dans un roman dont le sens nous échappe et le quittons sans avoir rien compris. Et donc, une mise à distance de part et d'autre. Mise à distance peut-être chez vous, Valérie Mregen, qui passe par une alternance entre un récit à la première personne du singulier qui suit presque un fil rouge qui est le récit qui fait penser au film, au conte d'un côté, et puis ce « eux » des accidents, ce « eux » des faits divers, ce « eux » de la fragilité des vies, comme une mise à distance pour vous? Oui, oui, complètement. De toute façon, il y a quelques passages, en effet, qui sont écrits à la première personne. D'autres où ce sont des personnages que je décris en disant « eux »,« elles »,« ils ». Et il y a aussi toute une partie qui concerne la narratrice, mais à différents âges. Et donc, je parle à la 3e personne, en disant la femme de, 27 ans, la femme de 32 ans, etc. En fait, c'est toujours la même personne. Mais c'est plus moi au moment où j'écris. Donc, c'est déjà une mise à distance, puisque je parle de moments liés à l'enfance, etc. Et je me suis dit, je peux pas écrire à la première personne, parce que d'abord, je me souviens plus, c'est trop loin, c'est plus moi. Donc, finalement, c'était... Et chaque fois, il y a cette mise à distance, finalement, qui me concerne aussi bien que les personnages dont je décris des bribes d'histoire qui me sont venues aux oreilles de façon peut-être complètement distordue, d'ailleurs, enfin... Et une mise à distance chez vous, Patrick Ourednik, qui passe bien plutôt par l'humour, par l'autodérision. Par exemple, les Tchèques en prennent pour leur grade. Le handicap traditionnel des écrivains tchèques, écrivez-vous, est de prendre leur livre au sérieux. Donc, vous ne prenez jamais votre livre au sérieux, ce qui peut donner des phrases comme celle-ci. Cela nous permet de renforcer la ligne dramatique de notre roman, puisqu'à un moment, vous êtes vous-même un peu perdu, vous ne savez plus où vous avancez, enfin vous, le narrateur, en suscitant une tension prometteuse. Les pompiers s'en moquent. Numéro 3. Du roman, oui, du manuel du roman. Voilà. Alors, elle est très bien, je termine la phrase, elle est très bien suivie. Les pompiers s'en moquent, mais pas les lecteurs. Et puis, page 50, on trouve aussi cette réflexion. Lors de son dernier passage dans l'appartement, il y a quand même des personnages, il y a quand même 2 personnages principaux qu'on suit puis qu'on perd. Lors de son dernier passage dans l'appartement, il y avait une boîte à chaussures presque neuve sur la penderie. Pour des raisons que nous garderons momentanément pour nous, il n'avait pas eu le loisir d'examiner son contenu. C'est pourquoi il commet à présent un acte illégal, s'exposant à de graves démêlés avec la police. L'inconnu peut tout à fait être une inconnue. Dans ce cas, le lecteur corrigera 2 phrases. Elle n'avait pas eu, elle commet. Vous passez votre temps quand même, Patrick Ourednik, à jouer avec le lecteur. Avertissement au milieu du livre disant, bon, vous êtes perdu, cher lecteur, vous n'avez sûrement rien compris, mais à vrai dire, il n'y a rien vraiment à comprendre. Quel est ce rapport à ce lecteur dont, à la fin, le postfacier distingue le lecteur limier du lecteur herméneute? Quel est ce rapport que vous cherchez à entretenir avec vos lecteurs? Amical, si possible. Je crois que nous sommes tous des personnages de fiction, aussi bien les auteurs, aussi bien les personnages d'un roman, aussi bien les lecteurs. C'est-à-dire que pour avoir une idée de réalité, il faut bien devenir personnage de fiction, que ce soit dans un roman ou dans la vie. Donc, mon rapport avec le lecteur, c'est probablement ce jeu-là, c'est-à-dire que moi, en tant qu'auteur, je suis finalement qu'un personnage de fiction. Lui, en tant que lecteur, est finalement un personnage de fiction. Donc, c'est 2 personnages de fiction qui se parlent à travers un objet qu'on appelle le livre, et qui est un objet éminemment intime, et qui sert, dans ce cas-là, de médium dans le dialogue. Les Américains qui ont débarqué en 1944 en Normandie étaient de vrais gaillards.
Ils mesuraient en moyenne 1,73 m et si on avait pu les ranger bout à bout, plantes des pieds contre crâne, ils auraient mesuré 38 km. La plus célèbre des poupées s'appelait Barbie et on a commencé à la construire en 1959. Elle faisait 30 cm et avait des gros seins et des hanches marquées et une taille fine. C'était la première poupée qui se conduisait comme une grande personne. Elle aussi a rapidement appris à parler et elle disait « Ce soir, j'ai rendez-vous avec mon ami et qu'est-ce que je vais me mettre pour aller au bal ?» Et au bal, tu ne veux pas m'accompagner? Un extrait d'Europeana, une brève histoire du XXe siècle, mise en scène par Myriam Marzouki, Patrick Ouretnik. Aussi pour dire que dans ce livre classé sans suite, il est question de la jeunesse, de l'identité tchèque, de la modernité, de l'influence des abeilles sur l'écosystème ou encore des relations donc, entre la littérature et la vie. Et tout ceci avec beaucoup d'humour, on l'aura compris. Merci beaucoup, classé sans suite. Et Le silence aussi, un recueil de poèmes qui vient assez bien compléter ce classé sans suite. Tous ces ouvrages ont été édités par les éditions Alia. Merci beaucoup Valérie Mregen. Forêt Noire vient de sortir aux éditions POL. Et c'est ainsi que ça termine La Grande Table. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain. Producteur adjoint Raphaël Bourgois, collaboratrice Ségolène Darny, Mathilde Unger, Aude Tortuyot, Sarah Cuvelier, coordinatrice Corinna Mar et Brigitte Masson.